Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et on recevra ce soir notamment Hugo Cibran de 100% ZEB qui fait avancer ses travaux autour de la pharmacopée locale, mais tout simplement des remèdes rasiers ou bien de tout simplement de tout notre écosystème, tiens. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 22 septembre 2020. C'est bizarre, j'ai un truc avec 2021 pour le coup. En tout cas, voici les titres de ce journal. On débutera avec le point presse de l'Agence régionale de santé qui fait état de 16 morts en une semaine, des décès liés au Covid mais aussi aux comorbidités pour la plupart des cas. Il sera aussi question dans cette édition des coupures d'eau qui perturbent le bon fonctionnement des établissements scolaires, une situation intenable pour le SPEG. Et enfin, nous irons au CREPS qui se dote d'une piste connectée, un outil de haute technologie visant à améliorer les performances de nos champions. Entre le 14 et le 20 septembre, 1095 nouveaux cas de Covid ont été détectés, soit 4487 cas cumulés. Pour rappel, il y a tout juste un mois, le 22 ou 23 août, nous étions à 771 cas, mais les tests n'étaient pas aussi fréquents, vous le savez. Et sur ces 4000 cas, 2000 ne sont plus contaminants et plus de 2000 restent potentiellement contaminants. C'est pas tout clair tout ça. 8 clusters sont en cours d'investigation et au dimanche 20 septembre, 24 personnes étaient hospitalisées en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre. Sur la période, l'ARS déplore 16 de ces cas ayant un point commun avec des présences de comorbidité. Donc les morts n'étaient pas seulement liées au Covid, mais surtout à des facteurs comme le diabète par exemple. Et la plus jeune personne décédée avait 46 ans, la plus âgée 84 et 4 d'entre elles avaient moins de 65 ans. On dénombre au total 42 morts liés au Covid et le facteur de reproduction qui représente le nombre moyen de personnes qu'un cas positif peut contaminer est en ce moment de 1,05. Des chiffres présentés ce jour par l'ARS à l'occasion d'un point presse sur le contact tracing des personnes positives au Covid-19. Le reportage de Stanley Manicor. Nous avons eu plus de 1000 cas donc en une semaine. Nous continuons à augmenter, certes dans une pente un peu lente, mais peut-être submergente. Ce nombre de cas génère des cas graves. Et malheureusement, nous commençons à voir apparaître donc, des cas vraiment très graves, voire un nombre de décès qui est élevé, puisque nous enregistrons 16 décès dans la semaine. 8 qui sont décédés en réanimation, 8 hors de la réanimation. Quasiment tous, en revanche, avaient de l'obésité, du diabète, de l'hypertension. Environ 4300 cas cumulés au total depuis le début de l'épidémie, avec la moitié qui sont guéris, mais aussi à environ 2000 personnes sur le territoire qui sont contaminantes. Le dispositif de contact tracing, c'est d'identifier le plus vite possible à la fois les cas positifs, donc c'est tout le travail de dépistage et de diagnostic, et aussi d'identification des cas contacts. C'est en fait une décision du gouvernement à la sortie du confinement au mois de mai. Il a confié à l'assurance maladie de tracer les personnes qui sont positives. Plus vite on alerte les personnes, plus vite on peut les protéger. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est essentiel que la protection, notamment la protection des personnes vulnérables, soit faite dans les meilleures conditions. Donc, bien sûr, ça passe par l'isolement. Donc, au moment de l'identification des cas contacts, on invite les personnes à s'isoler. Et pour que ces personnes n'aient pas de difficultés, si besoin, on leur délivrera des arrêts de travail. Quelqu'un qui est positif et qui est asymptomatique ne sait pas qu'il est malade. Donc, le lui annoncer, il reste isolé. Il nous donne l'enquête des personnes puisqu'il ne sait qu'il n'est pas malade, donc automatiquement il a des contacts avec d'autres personnes. Ça automatiquement freine, on ne va pas dire ne stoppe pas, mais freine la circulation du virus. On invite la personne à prendre contact avec son employeur pour développer tant que faire se peut du télétravail, parce que ça reste aussi une mesure efficace pour éviter la propagation du virus.
Mais il faut savoir qu'on le sait aujourd'hui, qu'on a des gens qui sont asymptomatiques. Donc contact tracing, c'est assurance maladie, c'est aujourd'hui plus de 25 personnes qui sont mobilisées du lundi au dimanche à téléphoner aux personnes qui sont positives parce que nous, les résultats, nous les avons par le biais des laboratoires. Ensuite, nous faisons l'enquête auprès de cette personne, l'enquête familiale et extra-familiale, c'est-à-dire le milieu professionnel, et nous appelons toutes les personnes contacts pour justement leur demander de respecter les gestes barrières, de s'isoler, jusqu'à ce qu'ils fassent un test de dépistage. Et notez cette bonne nouvelle en bref, puisque la durée des congés paternité passe de 14 à 28 jours, ce qui est une belle avancée déjà. Et cette mesure entrera en vigueur en juillet 2021. Et les agents de sûreté du port autonome sont mobilisés. Ils réclament les 50% de primes de nuit et de week-end, une prime bonus de 50 € et d'autres avantages qu'ils devraient percevoir. Regroupés en collectif, les salariés se sont passés des services des syndicats et dénoncent leur corruption et le fait qu'ils auraient été achetés. En tout cas, le plan d'action est simple. Débrayer sans crier gare chaque semaine pour perturber l'activité sur une longue période et obtenir gain de cause. Le reportage. On est mobilisé parce qu'on a déposé ce matin un cahier de revendication, où on demande à ce que notre nuit et notre prime de nuit et prime de dimanche soient payées à 34%, comme c'est fait dans l'ensemble de l'entreprise, parce qu'il y a plusieurs marchés que Cuba a. Dans les autres marchés comme GMA, les agents touchent 34% de prime de nuit, 34% de prime de dimanche. Et nous, on a beaucoup plus de force qu'eux, on a plus de travail qu'eux. Et le site qu'on occupe est plus sensible que leur site. Et nous, on a 15% de prime de nuit et prime de dimanche. Donc, on trouve que c'est injuste. Et c'est injuste, donc c'est pour ça qu'on demande à ce qu'on soit aligné avec eux à 34%. Il y a un accord de branche au niveau national qui est sorti depuis l'année dernière et qui est applicable à partir du 1er mai 2020, qui est de 2,6%. Donc cet accord-là, on demande à ce que ce soit respecté et appliqué pour nous. Il y a aussi le prime bonus Bino. Subtilement, ils ont rajouté à devant prime, de sorte que lorsqu'on part en congé, ils retirent cette bonus, ou bien lorsqu'on part peut-être pour une semaine de congé, ils déduisent les semaines de congé au bonus. Donc du coup, on demande à ce qu'on retire devant prime et qu'on laisse comme c'était bonus Bino. Mais comme ils ont fait ça subtilement sans nous demander, on demande à ce que cette bonus-là soit rapporté à 150 €. Ils ont entre guillemets, acheté les syndicats qui sont au port. Donc c'est pour ça qu'on a court-circuité les syndicats. On s'est mis en collectif pour pouvoir défendre nos intérêts. Donc on a été cette fois-ci plus malin qu'eux. Comme on a vu qu'ils ont acheté le syndicat pour avoir la paix sociale et pour tuer tous les NSAO. Ça fait 8 ans qu'on est là. Il n'y a jamais de NAO abouti et ni de grève chez eux. Donc du coup, on a court-circuité les syndicats et on s'est mis en collectif pour pouvoir défendre nos intérêts. Dans toute Covid-19, on était en relation avec les dockers, donc c'était des risques qu'on prenait. Et ces risques-là, chaque fois qu'on sortait du travail, on les ramenait chez nous. On lui a demandé une augmentation de 50 €. Il nous a dit niet, il n'est pas question. Donc du coup, on s'est dit non, c'est trop. Donc là, on a pris une surprise. Et là, on n'achètera rien. C'est un mouvement qui est parti pour durer peut-être 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Chaque semaine, on va choisir un jour au hasard et on va débrouiller. Même si ça doit durer 6 mois, il n'y a pas de souci, on est déterminé, on est décidé, mais on ne lâchera rien cette fois. Soit il appliquera, soit il démissionnera. Les fermetures d'établissements scolaires pour manque d'eau se poursuivent. Et hier, la cité scolaire de Bainbridge et le lycée Jardin d'Essai ont dû fermer leurs portes suite à une nouvelle coupure. Une situation récurrente qui inquiète les personnels d'éducation qui ne constatent aucune amélioration dans la gestion de la ressource. On fait le point avec Marie-Émile Mirval, secrétaire générale du SPEG.
Dit qu'il y a un problème, qu'il faut régler la problématique de l'eau là. Il faut absolument aussi régler la problématique de l'eau là en disant c'est l'école là, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il n'y a pas d'autres solutions. Là, on voit de l'eau péter, là, on voit de l'eau péter, là, on voit qu'on fait tout d'eau parce qu'il y a une sécheresse. Nous ne pouvons pas comprendre que systématiquement l'école a fermé dans les zones. Ça a posé un problème à cette continuité pédagogique là, à cette continuité des enseignements. Nous avons fait un lot effort nous, au niveau de l'école là pour permettre qu'à dans cette situation de crise sanitaire, ces petits ni droit effectivement nous permettre que yo devant professeurs que yo travaillent dans l'école là, nous ne pouvons pas comprendre qu'à côté à ça, les autorités, les responsables, les élus pas qu'à faire travail nécessaire pour que ni de l'eau dans cette école là. De l'eau ça veut dire que si vous voyez pas ni de l'eau courante en robinet, faut ni citerne de l'eau la pluie pour faire nettoyage, pour faire mettre dans ces WC là, faut ni de l'eau citerne de l'eau potable aussi pour permettre que là vous voyez couper de l'eau là comme ça, si c'est pour un jour ou deux, qu'il y ait des citernes qui prennent les relèves et qui permettent de baser de l'eau potable pour que les gestes barrières qu'on a commandé nous faire, ils appliqués. Donc nous estimons qu'il y a un gros problème au niveau de l'eau et il ne peut pas toucher systématiquement chaque fois l'école là et pour que ça ne pas déranger personne dans le pays là. Si l'éducation est en priorité en Guadeloupe, en cas que tout le monde qui est en responsabilité dans ces affaires là, ça, déjà cisé, mettez tête à eux ensemble pour voir qu'est-ce qu'on trouver comme solution rapide et pas dire nous que demain qu'il y a une structure unique de l'eau, parce que ça non plus qu'il y a une problématique à de l'eau qui a pété, à de l'eau qui pas dans cette école là. Il faut nous résoudre définitivement tous ces problèmes là ça. En plus de la crise Covid, les agriculteurs font face à la pire sécheresse depuis 1994, largement insuffisante en plus. Les aides ne prennent en compte que 2 mois de calamité agricole alors que c'est toute l'année qui est fichue selon les professionnels. Une mesurette que dénonce la coordination rurale qui entend déposer plainte auprès du tribunal administratif. Le reportage de Michel Depape. En principe, moi, qui dis dernier qui s'est cherché à voir c'est en 94, qui était lourd, raide comme ça. Et l'année à ça, et pour moi, il était pire raide pour nous parce que nous étions plus longtemps encore qu'à subir. Et là, nous perdons l'eau, on perd des ananas, on perd pastèque en moins, on perd même ziam, on était obligé de sélectionner des parcelles. Moi, j'ai sauvé des parcelles parce que là, on voit qu'on perd des ziam en moins, et en sélectionner plus grosses cailles, là, moi, j'ai des plans. Sans quoi, notre cas, c'est catastrophique pour l'année à ça. Effectivement, nous avons une sécheresse qui est passée en 2020, en même temps que le Covid là, et il fait nous mal. Il fait nous mal pourquoi? Parce que son sécheresse qui pour auto, j'ai arrivé, ni plus de 15 à 20 ans, entre 15 à 20 ans. Et quand Maradla dit ça, et longtemps qu'il y a dans le travail là, ça avant moi, et il redit que depuis 1994, et nous en 2020. Voilà ce qui est passé, nous faisons des demandes et pour faire là, il y a 2 mois pour ça répondre à la coordination rurale et en la suite de ça, si vous voyez, il ne pas répondre, là c'est que bon, nous avons un tribunal administratif, ça c'est sûr, nous pouvons laisser ça passer parce que le Covid là a forcé nous trop, et nous avons demandé en prolongation et non seulement ça, on a arrêté exceptionnel sur la commercialisation du POSEI pour tout agriculteur qui a dans structure à SICA. D'accord? C'est ça nous avons demandé. Nous demandons ça par courrier. Nous avons attendu parti depuis le 17 septembre et nous attendons que bon, de manière que bon, ils répondent. Nous utilisons 2 mois. Au-delà de 2 mois qu'ils ne pas répondre, la coordination rurale qui est au tribunal administratif pour défendre ce dossier là ça et nous avons d'autres dossiers à défendre. Nous attendons l'État essayer d'amener nous, nous seulement 2 mois et ces choses là, mais c'est ça dit plus longtemps parce que à 2 mois là. Normalement, c'est ça dire pour au moins 4 mois nous subir ces choses-là, mais 2 mois ça pas suffisant. Alors c'est vraiment des yo que Haïti va plus loin pour nous dans indemnisation là pour nous payer pour embêter parce que là c'est une catastrophe naturelle, tout le monde subit son là nous passer des moments catastrophiques nous Covid là les nous sécheresse là les nous alors c'est pour moi 2020 là c'est l'année était pire meurtrier pour tout le monde hein. Pas dire tout le monde en général l'agriculteur là même c'était sensible mal nous sécheresse là nous Covid là nous tout bien là nous pas ni marcher nous pas ni rien là nous plonger c'est tabac nous on aide pour nous relancer nous ça paye bon pour nous dit tout là nous été longtemps avant nous retrouver sous face à nous.
De plus en plus de migrants ayant passé la frontière sont détenus au centre de rétention administrative des Abîmes. Un constat dressé par les salariés de la CIMAD qui dénoncent la politique qui consiste à enfermer et expulser le plus rapidement possible un maximum de personnes en situation irrégulière. C'est sans compter les conditions de détention qui sont limites. Le reportage d'Olivier Félix. En 2019, 450 personnes ont été enfermées au CRA de Guadeloupe, donc c'est une augmentation de 23% par rapport à l'année 2018. Et déjà l'année 2018 a enregistré une augmentation de 27%. Donc l'activité au CRA de Guadeloupe en 2019 n'a jamais été aussi importante que depuis 2012. Donc on sent bien une volonté du gouvernement d'enfermer et d'expulser toujours plus les personnes étrangères. Le cadre juridique en Outre-mer ne facilite pas du tout l'accompagnement juridique des personnes étrangères et donc leur défense. Le régime dérogatoire en Outre-mer ne prévoit aucun gel des expulsions durant les premières heures de la rétention, ce qui fait que la personne enfermée ne peut pas organiser sa défense. Elle peut être expulsée très rapidement sans avoir pu rencontrer un avocat, l'association intervenante à la CIMAD, ni même un juge qui peut contrôler la régularité de la procédure de rétention et donc libérer la personne enfermée. Les conditions matérielles sont déplorables. La zone qui est réservée aux hommes n'est ni climatisée ni ventilée, alors que c'est une zone qui donne sur l'extérieur. Il y a uniquement des barbelés que ce soit aux fenêtres ou aux portes. Du coup, la chaleur y est étouffante, l'humidité est très présente et ça facilite la prolifération d'insectes, de moustiques qui sont porteurs de maladies. Et les personnes enfermées se plaignent toujours très régulièrement de la chaleur et de l'humidité qui les empêche de dormir. Pour ce qui est des femmes, l'intimité de ces femmes n'est absolument pas garantie. Les chambres des femmes sont situées en face du poste de surveillance des policiers et c'est des portes qui ne sont pas couvertes. Donc en fait, il y a une vitre et les agents qui interviennent au CRA peuvent voir les femmes. Donc souvent les femmes suspendent un drap à leur porte pour se protéger des regards. On parle sport maintenant et du CREPS Antilles-Guyane qui se dote d'un tout nouvel équipement, à savoir une piste d'athlétisme connectée. Cette dernière pourra permettre d'améliorer les conditions d'entraînement grâce à des instruments pour mesurer les performances des sportifs, de la haute technologie. Mais il faudra quand même que nos coureurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais on croit de toute façon en nos champions. Regardez. L'objectif premier, c'est s'inscrit dans un projet relativement fort de la construction, une construction nouvelle d'un équipement nouveau, un équipement structurant qui est la piste d'athlétisme du CREPS, qui va améliorer le parc d'équipements sportifs et qui va s'intégrer dans un centre de formation qui est le CREPS Antilles-Guyane, propriété de la collectivité régionale 2016, pour améliorer les conditions d'entraînement pour nos jeunes sportifs. C'est un instrument aussi, donc ces capteurs, et ce sont des instruments qui vont permettre aux coachs et aussi aux entraîneurs de pouvoir contrôler leur entraînement, de faire aller le sportif plus loin, qui n'est pas exclusivement lié à l'athlétisme, mais réellement à l'ensemble des sportifs, pour faire des plans de détection, pour pouvoir avoir des mesures qui sont des mesures de fréquence, des mesures de ce qu'on appelle des data, fréquence, vitesse, ground contact, tapping, de la fréquence, enfin un ensemble d'indicateurs pour pouvoir mesurer l'entraînement, pour les faire progresser. I am a happy man, so feliz. Je suis très heureux parce qu'au fond, je suis la transition en ce qui se faisait de 65 à maintenant. Je vois les progrès et surtout la qualité des matériaux qu'on met, des installations qu'on met à notre disposition. C'est que maintenant nous aurons de quoi conforter nos idées que nous avons, les comparer avec les résultats qui sont pratiquement infaillibles. L'impression visuelle qu'on avait, eh bien, ou elle sera confortée, ou alors elle sera infirmée par les résultats. Ce qui compte là maintenant, c'est que la Guadeloupe et particulièrement le CREPS creuset du sport antilo-guyanais puisse retrouver sa splendeur et qu'avec toutes les installations, aussi bien côté hébergement, alimentation, nourriture que technique, eh bien nous serons
au top, puisque c'est la 3e piste française et c'est la première connectée dans la Caraïbe. Et qui dit connectée dit le monde entier saura qu'en Guadeloupe, nous avons la piste la plus performante au niveau connectique, puisque nous avons 3 capteurs, 2 capteurs sur les lignes droites, 2 capteurs sur le 400, 1 capteur sur le son en longueur. Donc tous les grands de la Caraïbe, tous les grands du monde sauront qu'en venant en Guadeloupe, ils auront la possibilité, les matériaux, pour pouvoir quantifier, bonifier et faire avancer leur performance, puisque sachez que la Guadeloupe, c'est le département qui a produit le plus grand nombre de champions du monde, de champions olympiques, de champions d'Europe, dans beaucoup de disciplines. La Guadeloupe, c'est une terre de champions, mais une terre de champions qui se renouvellera et qui va perpétuer l'excellence et le travail du savoir-faire guadeloupéen. Et afin d'inciter les enfants à pratiquer des activités physiques et sportives encadrées, le comité régional olympique de Guadeloupe lance la carte passerelle. Cette dernière offre à tous les écoliers de CM1 et de CM2 qui sont licenciés la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires. Le reste en images. Le dispositif, c'est le dispositif carte passerelle qui s'inscrit dans les objectifs de développement du comité national olympique et particulièrement du comité aussi régional olympique, le Cross Guadeloupe, de faire en sorte qu'il y ait ce lien entre l'école, donc le monde scolaire, et les fédérations sportives, donc le monde civil sportif. C'est important qu'on reprenne des activités sportives déjà, que tout le monde reprenne, surtout pour les jeunes qui sont casernés, qui ont été casernés à un moment dû au confinement. Avec le ticket passerelle, ça permet aux jeunes de pratiquer, en tout cas d'essayer une activité sportive et de peut-être s'inscrire, prendre une licence dans un club de sport. On sait que sur le territoire guadeloupéen, il y a beaucoup trop d'enfants qui ne font pas de pratique. Et donc la carte passerelle permet d'aller vers les plus jeunes, CM1, CM2, peut-être voire plus vers les CE1. Et c'est une opportunité pour faire savoir aux enfants qu'il y a des activités qui peuvent les recevoir, qui peuvent découvrir. Et ça passe forcément par les parents. Et donc c'est une vraie opportunité. Il a été prouvé, démontré que le sport apporte un plus aux jeunes, est très important dans la vie du jeune. Fait que oui, il est important que le jeune ne pratique pas le sport qu'à l'école, mais qu'il puisse également adhérer à une association et pratiquer une activité sportive hors scolaire. Il est important de reprendre goût à l'association, reprendre aussi toutes les valeurs que véhicule en particulier l'olympisme, puisque ce sont des valeurs de fair play, de fraternité, de solidarité, qui sont inculquées. Il faut retrouver un langage pour que ces enfants comprennent un peu, s'intéressent et surtout qu'ils pratiquent. Il n'y a pas de petite pratique. Il y a surtout se garder en santé le plus longtemps possible, mais de façon encadrée et accompagnée. Et ça, c'est le rôle des enseignants et des parents de faire en sorte. Et nous, on accompagne. Un reportage signé Maxime Morel. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal, le focus, en débrief sur l'actualité locale et l'actualité d'aujourd'hui sera tournée autour du Goxibrin de 100% ZEB qui en ce moment réalise des formations autour de ce qu'on possède ici en Guadeloupe en termes de plantes notamment. Beaucoup de choses à apprendre, on a de quoi faire face au Covid, sachez-le. On va en parler tout à l'heure et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Sèvres Cité, bonsoir à Clémence Moïsa, bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Gary Demchatam. Bonsoir Gary, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Isabelle Le Guerne, bonsoir à France-Lise Lamoureux.
Ah, il nous parlait des clandestins, France Lee, je regardais le commentaire rapidement. Bonsoir à Grossard-le-Comte, bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Frédéric Félix Banal, bonsoir à qui d'autre? À Val Bleu, bonsoir à Joël Mégard, bonsoir à Fabien Nebo, toujours connecté, bonsoir à qui d'autre? Bonsoir tout le monde, vous savez, je ne peux pas lire tous les commentaires. En tout cas, merci à vous de nous suivre sur Internet et sur la télévision. On se retrouve après la coupure pub.